Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Ah, bonne heure, c'est l'heure de parler de voiture avec le chroniqueur spécialisé du Guide de l'auto, pardonnez-moi, Antoine Joubert. Bonjour Antoine. Du journal aussi. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Mais c'est le Guide de l'auto pour moi, ça a été la Bible de mon enfance. Ben oui, d'ailleurs, nos pensées à un collaborateur que vous avez bien aimé, vous aussi, Jacques Duval, qui nous a quittés cette année. Bien sûr. Il a vraiment créé une spécificité au Québec et vous en êtes les fiers porteurs aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, on sait souvent, je parle avec Philippe Richard ici, de l'électrification des transports, puis on parle souvent de la référence en la matière qui est Tesla. Et on a diffusé, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, un épisode sur la Tesla Model 3 au Guide de l'auto sur TVA. Voiture qui fait énormément jaser, évidemment, depuis qu'elle est arrivée, mais qui s'est partiellement renouvelée cette année, qui nous a honnêtement impressionnés. Qualité d'assemblage qui est nettement supérieure, un véhicule qui est plus sérieux d'un bout à l'autre et qui est comment je dirais ça, mature par rapport à ce que c'était initialement. Et qui a aussi l'âge d'avoir vu ses prix baisser de façon considérable. C'est rendu littéralement abordable lorsqu'on compare le prix d'une Tesla Model 3 de base avec, par exemple, une Toyota Camry régulière. On est à peu près à la même place là, si tu considères si on considère les crédits gouvernementaux de place, une Tesla Model 3 coûte grosso modo 39-40 000 $ en prix de base, plus taxes. Alors, c'est ce que coûte une berline intermédiaire aujourd'hui, plus luxueuse des Honda Civic, parce qu'une Honda Civic Touring berline, on est à 37. C'est surprenant. On n'est pas loin moi du aussi, compte. je suis vraiment surpris de voir à quel point ça a descendu. Mais la refonte de la Tesla Model 3 a été discrète quand même. C'est pas évident. Elle n'est pas devenue un station wagon avec du bois à ses côtés. Là. C'est subtil ce qu'ils ont fait comme changement. On a redessiné quelques petits éléments. Là. Pare-choc, phare, feu arrière, des petits trucs comme ça. Mais c'est surtout ce qui se trouve en dessous qui a été complètement repensé. Les portières, identiques, mais la structure des portières est toute nouvelle. Donc, plus solide, moins de craquements, moins de bruit de caisse quand on conduit, un véhicule qui est nettement plus sérieux au niveau de sa qualité de construction. Bon, on avait des problèmes de peinture, d'écart de panneaux de carrosserie, et je dis pas que tout ça est complètement réglé parce que c'est le temps qui va nous le dire, mais c'est une voiture pas mal plus sérieuse. Et pourtant, en diffusant cette émission-là, on a eu droit à une pluie d'insultes, Gabriel et moi, sur les réseaux sociaux, sur nos comptes personnels. Et aussi drôle que ce paraître, pas par les gens qui détestent les voitures Tesla. Parce qu'il y a des haters des voitures Tesla, des haters des voitures électriques. Bon, puis, tu sais, moi, je suis pour le libre choix. Tu veux conduire un pick-up parce que t'as aucune raison de le faire, ben, vas-y. Tu veux conduire une électrique parce que ça te convient ou pour une question environnementale, ben, vas-y. Moi, je ne te dirai pas quoi faire en automobile, puis je pense qu'il y a de la place pour toutes les techniques. Il n'y a pas une seule réponse. C'est vrai qu'au Québec, il y a beaucoup d'avantages à avoir une voiture électrique pour l'automobiliste, parce que l'électricité coûte pas cher, elle est accessible. Bon, il y a un paquet de raisons. C'est beaucoup mieux au Québec, en tout cas, quand je vois une Tesla ou une voiture électrique arriver avec une plaque d'Ontario, je me dis tout le temps ça prend quelqu'un qui y croit. Parce que l'électricité, je pense qu'elle est comme 2 fois plus chère facilement, en tout cas de jour. Ben oui, puis le réseau de bornes de recharge est embryonnaire et peu fiable par rapport au nôtre. Puis il y a moins de subventions, donc on paye les voitures plus chères en Ontario aussi. Donc ça prend quelqu'un qui est convaincu, ça c'est certain. Mais c'est ça, on a reçu une pluie d'insultes de gens qui sont des apôtres de la marque. Moi, je les appelle comme ça, donc des membres de la secte Tesla, qui à chaque petite critique trouvait le moyen de nous rentrer dedans de façon impolie. Là. On s'est littéralement fait envoyer chier. Là. Tu sais, des trucs qui ont aucun sens. Puis tu te dis, mais à quoi ces gens-là pensent? À croire que tous ceux qui ne conduisent pas une Tesla sont de pauvres imbéciles. Et la conclusion, parce que j'en ai parlé avec les gens de Tesla directement, puis eux étaient convaincus que c'était des gens qui détestent la marque.
qui nous envoyaient ces insultes-là. J'ai dit non, c'est des gens qui vous ont... ont... C'est des défenseurs de la marque, des gens qui vous ont en admiration. Tu vas voir le profil Facebook de ces gens-là. C'est que des photos de voitures Tesla puis des partages de publications d'Elon Musk. Là. C'est que ça. Oh! Ça va. Si c'est très personnifié autour de Elon Musk, ça peut expliquer certains trucs parce qu'il se prend pas pour un 7-Up flat, lui. Hein? Non, absolument pas. Oh, même pas un pétillant. Même pas un pétillant. On est beaucoup plus loin que ça. Mais c'est ça. Donc, j'ai fait ce truc-là, ce niveau d'intensité-là, je ne l'ai jamais vu ailleurs. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont, par exemple, pro-Ford, anti-Chevrolet. Tu as des gens qui sont anti-voitures japonaises. Bon, mais c'est jamais, d'abord, aussi irrespectueux que ça et aussi intense. Et le seul fait que ça existe, ben ça fait en sorte que moi, en tant qu'acheteur, et quelqu'un qui consomme de l'automobile, autant de l'électrique que de la voiture à essence, mais je ne m'achèterais pas personnellement une Tesla parce que j'ai pas le goût d'être identifié à cette race de gens-là qui viennent, à mon avis, ternir l'image de la marque et donc le produit lui-même. C'est arrivé que je me retrouve chez des concessionnaires où c'était tellement bon, puis tu sais, je veux pas nommer personne, mais des marques de luxe où la clientèle s'en fait à croire, là, tu sais, tu te présentes là, puis les gens sont hautains, tout est dans un monde artificiel, puis tu fais, OK, ça non plus, je ne m'identifie pas à ça et je ne m'achèterai donc pas un véhicule de cette marque-là. Mais Tesla, on est vraiment une coche plus loin et je trouve que ça, c'est malheureux et j'espère que ça risque de changer. J'espère qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont retomber les deux pieds sur terre. Parce que j'ai osé comparer la Tesla Model 3 à une Hyundai Ioniq 6, par exemple, puis je me suis fait traiter d'imbécile parce que, ben voyons donc, il n'y a rien qui se compare à Tesla, t'as rien compris. Tesla ont la réponse absolue, puis il n'y a personne d'autre qui peut arriver à la cheville d'eux. Mais Antoine, tu l'as mentionné, des guerres de clochers d'automobiles, il y en a toujours eu. Les mononcles qui ont toujours conduit des Buick versus les matantes qui aimaient les Oldsmobile. Ça a toujours existé. Ouais. Mais là, il y a comme une dimension vraiment comme une. Est-ce que c'est comme une espèce d'élitisme? Ça va, c'est presque, comme tu as utilisé le mot race, c'est presque comme un conflit ouvert sur la croisade d'avoir des Tesla. Pourtant, moi, je crois pas. Je veux dire, les Tesla, c'est souvent des gens, je sais pas moi, j'ai combien de Tesla? Je sais que la couleur blanche, c'est la couleur la moins chère, si j'ai bien compris. Chez Tesla, c'est plus cher par une autre couleur. En fait, chez Tesla, ironiquement, c'est le gris qui coûte rien. Toutes les autres couleurs coûtent quelque chose. C'est quand même le noir, le blanc. Ben c'est quand même. Mais ceci dit, en tout cas, je veux dire, je pense que aujourd'hui que les Tesla soient de plus en plus populaires, c'est une bonne chose au niveau climatique. Mais je veux dire, cette acrimonie-là m'apparaît complètement surprenante. Les gens c'est comme la gauche, des la Dodge droite. Challenger L4, ben c'est ça. S'il y a le club des Dodge des Challenger L4 qui sont un peu plus défensifs, on les comprend. Ils se font blâmer constamment d'avoir deux gros tailpipes qui sortent de la grosse boucane. Mais les gens de Tesla, où prennent-ils cette acrimonie-là? C'est inexplicable. Moi, en fait, j'ai envie de te dire que je ne pense même pas que ce soit une question environnementale. Ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que c'est aussi des gens qui vont détester tous les autres constructeurs qui font de l'électrique. Là. OK. Tu sais, on n'est pas dans la cause environnementale uniquement. Là. On est dans la philosophie d'Elon. On est dans l'admiration et tu sais, on va se dévouer corps et âme pour tout ce que cet homme-là pourrait dire ou faire. Puis on est vraiment là. On est vraiment là. C'est très inquiétant. Fait que ça dépasse le cadre, tu sais, je veux dire, c'est inquiétant comme le Flat Earth Society, là. On est pratiquement là. Ah, ouais. Je pensais que tu allais me dire que c'est des gens qui sont, comme, tu sais, quand on dit, moi, j'achète juste des grandes marques, alors moi, ma poivrière, c'est une Peugeot. Tu sais, comme, est-ce qu'on est dans le flash? On n'est vraiment pas là. Il y a effectivement de ces défenseurs-là qui sont de tous les clubs de voitures électriques, bon, l'Association des véhicules électriques du Québec, tu sais, bon, tout ça. Il y en a qui sont membres de ça et qui sont assez extrêmes aussi. Mais là, je te parle
d'un petit nombre d'extrémistes, là, littéralement. Là. De la marque c'est vraiment et de la ça. vision d'Elon Musk qui est Ouais. quand même... Mais il a quand même révolutionné l'automobile, je pense. En tout bien cas. sûr, on peut pas enlever ça. Là. Ouais. Puis je suis d'accord avec le fait que Tesla, encore aujourd'hui, en 2024, a une technologie que les constructeurs automobiles tentent d'égaler. Puis on parle d'une technologie qui a été développée il y a plusieurs années, là. Puis on tente de l'égaler encore aujourd'hui. Puis Antoine, tu te Une rappelles Tesla Model 3, Est-ce que tu te rappelles, c'est la Antoine, voiture qui consomme le moins. Ben oui, j'en doute pas. Même en temps qui consomme moins d'électricité, parce que moi, ça, c'est une nuance que j'ai développée avec la tâche. Je suis devenu un vrai maniaque. J'ai une hybride branchable. Comme j'utilise toujours l'électricité pour monter les côtes, ben la voiture me donne l'impression que je prends beaucoup d'électricité pour mon kilométrage, mais c'est parce que je la fais travailler toujours dans les côtes. Alors, mais Tesla prend moins d'électricité au kilomètre parcouru, tu penses? Ben, une Tesla Model 3 va consommer autour de 15 à 16 kWh par 100 km. Pour te donner une idée, moi, j'ai une Chevrolet Bolt à la maison et je fais 18 en moyenne. Hiver comme été. Alors, la Tesla est à peu près au même niveau que la Chevrolet Bolt, là, si tu combines le tout, mais pour une voiture qui est immensément plus performante et plus grosse qu'une Bolt, là. Donc, tu sais, c'est encore, il y a pas une voiture équivalente à la Tesla Model 3 qui consomme aussi peu que ça. C'est encore plus vrai avec le Model Y qui consomme à peine plus et qu'on va comparer avec une pléiade de VUS électriques sur le marché qui vont consommer facilement 20% plus d'énergie. Puis, tu sais, il y a beaucoup de constructeurs aujourd'hui qui améliorent l'autonomie de leur véhicule en ne faisant que rajouter des batteries et donc du poids. Fait qu'on se tire un peu dans le pied. Là. On le voit chez General Motors en ce moment. Ils ont des véhicules qui ont des autonomies convaincantes, mais au coût de trimballer une masse qui est considérable et donc d'engendrer de l'usure prématurée des pièces de suspension, de direction, de frein, des pneus. Les pneus surtout, alors que Tesla, ça demeure. Ben oui. Alors que Tesla, ça demeure des voitures, je veux pas dire légères, mais dans le contexte, plus légères que la moyenne. D'ailleurs, Antoine, je vais te demander, j'ai remarqué, je pense que c'est dans le Journal de Montréal, il y avait une publicité d'Albi Mazda et qui ont pris la peine d'expliquer que a-t-on vraiment besoin de plus de 200 km d'autonomie sur une voiture quand on va juste aller travailler tout ça. Et il dit, si c'est votre cas, si vous n'avez que très peu de kilométrage, n'hésitez pas avec notre modèle. Et si vous avez besoin d'un véhicule à essence, de temps en temps, on vous donne gratuitement 2 locations d'un véhicule à essence pour l'année. J'ai trouvé qu'on est rendu loin dans l'analyse des besoins des gens. Puis, de toute évidence, c'est ce que Tesla a fait en imposant son modèle. Mais pourtant, l'autre jour, on me disait que les ventes étaient, somme toute, à la baisse, en Asie, en tout cas en particulier, puis que la concurrence est féroce émanant de là-bas. Ben oui, mais en même temps, bon, oui, il y a des marques chinoises qui s'implantent de plus en plus, mais en même temps, Tesla ne pouvait pas s'imaginer qu'ils demeureraient seuls sur leur île pendant longtemps. Là, la compétition réagit, puis évidemment, ça dissipe la quantité de gens qui vont se diriger vers ce genre de produit-là. C'est normal. On fait pas, tu sais, moi, je me souviens encore des premières années où les ventes de Kia ont plafonné et que les dirigeants de Kia en Corée tapaient sur la tête des employés en Amérique du Nord en disant comment ça se fait qu'on continue pas de monter. Mais tu peux pas monter en flèche pendant 25 ans. C'est qu'à un moment donné, tu as une ascension, le marché. La courbe s'aplatit. C'est un peu ce qui se passe avec Tesla. Puis s'il y a des marchés où les ventes vont moins bien, oui, c'est parce qu'il y a une invasion chinoise, mais il y a d'autres marchés où ça se défend encore très bien. Puis moi, je ne suis certainement pas de ceux qui prennent en considération toutes les grandes phrases qui sont dites par Elon Musk, mais je me souviens que lorsque lui est arrivé avec la Tesla Model S, qui était la première voiture de masse fabriquée par le constructeur en 2011-2012, il avait mentionné que son objectif était de faire réagir l'industrie automobile et de faire changer les perspectives et de faire changer les mœurs. Objectif réussi. Là. Oui, tout ça, c'est certain. Mais tu as raison, Antoine, c'est très noble de ta part de souligner ça, parce qu'honnêtement, c'est un personnage qui est souvent très détestable, mais là-dessus, tu as bien raison, il a réussi. Est-ce qu'il n'avait pas dit à l'époque aussi qu'il laissait ses brevets, en anglais, on dit en open source,
Est-ce que c'est resté, cette approche? Accessible à tous. Ouais, Pas est-ce que c'est tant, resté? non. Parce que, en fait, c'est que ce qui est un peu ironique, c'est qu'aujourd'hui, réparer une Tesla, c'est le gros défi. Parce que le constructeur a longtemps conservé les plans de ses véhicules et l'information de ses véhicules à l'interne pour ne pas qu'on puisse les faire réparer ou entretenir ailleurs. Avec pour conséquence des coûts de pièces astronomiques. Ouais. Là, ça commence à se démocratiser un peu plus, mais c'est encore la marque. Bon, évidemment, là, je vous parle pas de Rolls-Royce, Lamborghini, ce genre de trucs-là, mais c'est encore la marque mainstream la plus complexe à entretenir pour des ateliers indépendants. Après ça, il y a évidemment des constructeurs automobiles qui ont lancé des véhicules électriques sur le marché n'étant pas prêts à le faire. Et je peux vous nommer Hyundai, Kia, Ford, par exemple, qui ont massivement lancé des véhicules sur le marché avec des sans nécessairement être... oui, avec des rappels, mais sans nécessairement avoir les effectifs et des employés formés pour bien entretenir ces véhicules-là. Ouais. On débarque avec des véhicules, mais on n'a rien pour suivre. Et ça, c'est un sérieux problème. Dans l'industrie, en ce moment, c'est le gros problème. C'est-à-dire qu'un véhicule électrique, tu peux avoir des problèmes avec, mais est-ce qu'on va être en mesure de le réparer à coût raisonnable et surtout dans un délai raisonnable? T'as raison. Ça, c'est la grande question. Puis c'est vrai, peu importe la marque, là. Tu as raison. Puis l'école des métiers automobiles essaie de mettre à jour le programme sur l'électrification des transports parce qu'il y a des pièces jobber maintenant, paraît-il, comme on dit jobber, mais des pièces donc qui ne sont pas d'équipement d'origine, qui sont disponibles maintenant sur les grandes plateformes. Ce qu'on n'a pas, par contre, c'est effectivement assez de ressources techniques pour les réparer. Un petit truc, tu voulais nous parler de Volkswagen, une particularité, parce que l'automobile à essence existe encore et elle satisfait beaucoup de besoins, particulièrement sur les grandes distances autoroutières, et Volkswagen arrive avec une rareté, une boîte manuelle. En fait, on n'arrive pas avec une boîte manuelle. C'est on a annoncé l'an dernier qu'on éliminait les boîtes manuelles dans les GTI, les Golf R, ce qui a fait réagir énormément. Puis c'est une question, c'est-à-dire que la boîte manuelle, on ne l'offre plus en Europe depuis longtemps, mais on l'avait gardée pour l'Amérique du Nord, ce qui est un peu contraire aux habitudes, parce qu'on a longtemps dit que les Américains voulaient moins de manuels que les Européens, mais bon. Et là, on a annoncé qu'on modernisait la Jetta pour 2025. La quasi-totalité des versions voient leur transmission manuelle éliminée, mais on va garder une seule voiture avec une boîte manuelle chez Volkswagen. Ça serait la Jetta GLI pour 2025. Ça va rester là 1 an ou 2 et après ça, ça va être terminé pour les boîtes manuelles chez Volkswagen. Incroyable. Et ça voudrait donc dire que ça serait la dernière voiture du groupe Volkswagen à être offerte avec une boîte manuelle parce que chez Audi, on n'en a plus. Porsche, on va les éliminer les unes après les autres. Ça sera pas long parce qu'on arrive... Incroyable. Des grands classiques comme ça, des Porsche qui n'ont plus de transmission manuelle. En fait, la Porsche Boxster est sur ses derniers 1000 en ce moment parce qu'on va la remplacer par une électrique. La nouvelle 911 pour le moment, donc la nouvelle génération de 2025 n'a pas de boîte manuelle, surtout dans le cas de la version T-Hybrid, qui est une technologie hybride qu'on vient apporter à la 911. Donc, si tu regardes le groupe au complet, la transmission manuelle est vraiment, vraiment sur le point de disparaître, mais la Jetta la conserve encore. Il y a quelques Porsche pour 2025 qui les gardent, mais c'est une question de temps avant que ça disparaisse. Et ça fait partie du plaisir de conduire, mais c'est de plus en plus difficile d'homologuer des véhicules avec ça, c'est ça. Connaissant tes véhicules à toi, j'imagine que d'imaginer que certains de ces véhicules-là qui seraient pas manuels, le plaisir serait pas là. Je te comprends. Antoine, c'est un plaisir de parler de voiture avec toi. Merci beaucoup. On se parle la semaine prochaine. Salut. Antoine Joubert. Absolument. Merci. Bye bye. Salut.